Tu cours après la paix, l'amour, le succès et la reconnaissance comme s'ils étaient des proies qui t'échappent entre les doigts. Et plus tu cours vite, plus ils s'éloignent. C'est le piège de la vie moderne. Plus tu implores ce que tu désires, plus tu le repousses. Ce que tu appelles recherche est en réalité une chaîne invisible, un esclavage déguisé en ambition. L'homme d'aujourd'hui ne vit pas. Il survit en poursuivant la validation, le confort et le contrôle. Regarde autour de toi. Tout le monde court avec hâte, montrant des réalisations vides, exhibant un bonheur de vitrine qui s'effondre dès que les lumières s'éteignent. Et qu'est-ce qui reste? L'anxiété, la dépendance, la frustration. Le désespoir n'attire pas l'amour, n'attire pas la paix, n'attire pas le respect. Il attire l'indifférence, l'échec et le vide. Le stoïcisme brise ce cycle. Il ne te demande pas de mendier ni de supplier, il exige que tu te tiennes debout, que tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, que tu renforces ton esprit comme une forteresse imprenable et que tu te souviennes que la vraie grandeur ne se montre pas en courant après quoi que ce soit, mais en restant ferme. Celui qui maîtrise sa patience, son silence et son détachement n'a pas besoin de poursuivre quoi que ce soit, car il devient un aimant qui attire ce que les autres implorent. Ce n'est pas un discours de consolation, c'est un appel à se réveiller. Tant que tu poursuivras, tu seras esclave. Lorsque tu décideras de t'arrêter et de te gouverner, ce que tu désires viendra à toi. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras 8 leçons stoïciennes qui changeront la façon dont tu affrontes la vie et t'apprendront à transformer la poursuite en attraction. 1. Fais de ton esprit une forteresse imprenable. Un château ne se construit pas avec des briques fragiles, ni avec des murs faibles. Il se construit avec des fondations solides, avec des pierres qui ne cèdent pas au vent ni à la tempête. Ton esprit doit être ainsi, une forteresse imprenable qui ne s'effondre pas face à la pression extérieure, ni à l'incertitude de l'avenir. Car si ta force mentale dépend de ce que disent les autres, de ce qu'ils applaudissent ou de ce qu'ils te refusent, alors tu n'as pas un château, tu as une cabane qui se brise au premier souffle du monde. Fais de ton esprit un territoire sacré que personne ne peut envahir sans ton autorisation, car c'est dans cette forteresse que réside la véritable liberté. La société moderne vit en esclavage de l'anxiété précisément parce que ses murs internes sont construits avec la validation externe. Un commentaire négatif, un rejet, une comparaison sur les réseaux sociaux suffisent pour faire s'effondrer la sécurité de quelqu'un. Et lorsque ta sécurité dépend de facteurs externes, tu es condamné à vivre dans un état de guerre constante, car l'extérieur ne sera jamais stable. La forteresse de ton esprit ne peut pas être construite avec des matériaux que tu ne contrôles pas. Elle doit être élevée avec discipline, avec autocontrôle et avec la certitude que ta valeur ne dépend d'aucun applaudissement. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable bataille se déroule dans ce que nous pensons et comment nous interprétons la réalité. Tu peux affronter la même tempête que les autres, mais si ton esprit est entraîné pour résister, cette tempête ne détruit pas, elle renforce seulement. Marc Aurèle le disait clairement, l'esprit s'adapte et transforme toute difficulté en vertu. C'est l'essence d'une forteresse imprenable. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés. Il s'agit de les transformer en entraînement pour la force intérieure. Un exemple simple. Si quelqu'un te critique durement, ta réaction montre la qualité de tes murs internes. Celui qui n'a pas de force s'effondre, se sent attaqué, se consume en anxiété. Celui qui a construit une forteresse mentale reçoit la critique, filtre ce qui est utile et rejette ce qui est bruit, sans perdre son centre. Cette capacité à ne pas laisser l'extérieur détruire ta paix est ce qui différencie un homme libre d'un homme esclave de l'opinion. Fais de ton esprit un lieu ordonné. Entraîne-le chaque jour comme tu entraînes ton corps, car la force mentale n'apparaît pas par hasard, elle se forge avec la pratique. Consacre des moments de silence, réfléchis à tes pensées, questionne chaque impulsion avant de te laisser emporter par elle. La forteresse se construit avec patience, pierre sur pierre, pensée sur pensée, jusqu'à ce que l'extérieur n'ait plus le pouvoir de la renverser.
Ne confonds pas cette force avec la froideur ou l'indifférence, car il ne s'agit pas de vivre isolé ni de fermer le cœur. Il s'agit de te gouverner, de ne pas réagir comme un esclave à chaque stimulus. La forteresse n'empêche pas le vent de souffler, elle reste simplement debout malgré lui. C'est la différence entre un homme qui poursuit désespérément la paix et un autre qui l'habite déjà en lui. Celui qui réussit à faire de son esprit une forteresse imprenable cesse de courir après ce qu'il désire. Il cesse de mendier la reconnaissance, de craindre le rejet, de dépendre des circonstances. Il devient quelqu'un qui rayonne de fermeté, qui inspire le respect sans l'exiger, qui attire la paix parce qu'il la porte déjà en lui. C'est la première grande leçon stoïcienne. Avant de conquérir quoi que ce soit à l'extérieur, tu dois conquérir ton propre esprit, car tout ce que tu cherches commence et se termine dans la façon dont tu penses et comment tu décides de faire face à la vie. 2. Cultive la patience active. La rivière qui coule ne s'impatiente pas pour atteindre la mer, elle avance calmement, traversant des pierres et des détours, sans s'arrêter, mais sans non plus s'accélérer de manière désespérée. Ta patience doit être ainsi, non pas une excuse pour rester immobile en attendant que la vie change d'elle-même, mais une force silencieuse qui te pousse à continuer à avancer avec fermeté, sans anxiété, sans hâte inutile. La patience active est la différence entre celui qui se brise par le désespoir de vouloir des résultats immédiats et celui qui construit, jour après jour, avec la certitude que tout arrive en son temps. L'homme moderne a confondu patience avec faiblesse. Il pense que être patient, c'est croiser les bras, supporter les injustices ou se résigner à la médiocrité. C'est pourquoi il cherche des raccourcis, des solutions rapides, des gratifications instantanées qui ne résolvent rien. Il s'impatiente dans une file d'attente, se frustre avec un retard, désespère parce que le succès n'arrive pas au rythme de son anxiété. Et en se précipitant, il perd la capacité de soutenir des processus, de résister à des épreuves et de former du caractère. Le manque de patience est le carburant de l'anxiété qui le consume et le transforme en esclave de l'immédiateté. Le stoïcisme enseigne le contraire. La patience est un pouvoir actif, pas une attente passive. Cela signifie supporter avec sérénité ce que tu ne peux pas accélérer, tout en travaillant sur ce qui est sous ton contrôle. C'est se lever chaque jour et faire le pas qui correspond, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. C'est rester ferme dans ton processus, sans te rendre à cause de l'impatience de ne pas récolter encore ce que tu as semé. Cette discipline silencieuse est ce qui distingue celui qui réalise de grandes choses de celui qui abandonne à mi-chemin. Pense à quelqu'un qui entraîne son corps. Il n'obtient pas de force en une seule séance, ni de discipline en une semaine. Le progrès se construit lentement, presque imperceptiblement, et n'est remarqué qu'après des mois de constance. La patience active est celle qui permet de maintenir la pratique, même si les résultats ne sont pas encore visibles, parce qu'elle comprend que chaque jour compte et que chaque effort s'accumule. Celui qui désespère abandonne, celui qui cultive la patience continue jusqu'à ce que le changement devienne inévitable. La patience active implique également un contrôle sur les émotions. Lorsque tu fais face à une difficulté, l'esprit impatient exige des solutions immédiates, crie pour s'échapper, s'enfonce dans la frustration. L'esprit patient évalue, observe, prend des décisions depuis le calme et conserve de l'énergie pour agir avec précision. Cette différence entre réagir avec hâte ou répondre avec sérénité marque le destin de toute situation. Mais cultiver cette vertu nécessite de l'entraînement. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de transformer l'attente en action consciente. Apprends à respirer profondément lorsque l'anxiété te brûle de l'intérieur. Fixe-toi des petits objectifs qui te rappellent que progresser n'est pas toujours sauter. Parfois, c'est marcher lentement. La patience active est une arme contre le désespoir qui ruine les relations, les projets et les rêves.
Combien de personnes détruisent des liens parce qu'elles ne supportent pas le rythme de l'autre? Combien abandonnent leurs objectifs parce qu'elles ne voient pas de résultats immédiats? Combien perdent la paix parce qu'elles veulent contrôler ce qui n'est pas encore prêt? L'impatient devient l'esclave de la frustration. Le patient devient le maître de son temps et de son énergie. Lorsque tu cultives la patience active, tu cesses de poursuivre avec anxiété ce que tu désires. Tu deviens quelqu'un qui avance sans s'arrêter, mais sans désespérer. 3. Brise la dépendance à la validation. Le miroir que tu poursuis pour confirmer ta valeur change constamment de forme, se fissure et reflète des images qui ne sont pas réelles. Ainsi vit celui qui dépend de l'approbation des autres, se modelant selon les yeux des autres, se fragmentant en versions qui ne finissent jamais de s'adapter. Ce besoin d'être vu, reconnu et applaudi se transforme en une prison invisible qui vole la liberté et nourrit l'anxiété. Chaque critique est ressentie comme un coup et chaque silence comme un rejet, car l'identité est construite sur des fondations qui n'appartiennent pas à soi-même. La société a transformé la validation en monnaie courante. Réseaux sociaux, opinion publique, comparaison constante, tout pousse à mesurer la valeur personnelle en fonction des réactions externes. Le problème est que ces réactions ne sont jamais stables. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain on t'oublie, après-demain on te critique. Vivre sous cette fluctuation, c'est accepter que ta paix dépend de la volatilité du monde, et c'est la forme la plus claire de l'esclavage émotionnel. Le stoïcisme offre une autre perspective. Ta valeur ne dépend de rien d'extérieur, mais de la cohérence interne. Épictète le résumait dans l'idée que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais le jugement que nous portons sur elles. Il en va de même pour la reconnaissance. Ce n'est pas la critique qui te blesse, mais ton besoin qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas l'indifférence qui te détruit, mais l'obsession d'être toujours vu. En brisant cette chaîne, la porte s'ouvre à une liberté qui ne peut être arrachée. Vivre sans cette dépendance ne signifie pas ignorer le monde ou mépriser tout le monde. Cela signifie maintenir ton centre même lorsque les autres ne le reconnaissent pas. Cela implique d'écouter sans s'effondrer, d'accepter les éloges sans qu'ils deviennent ton carburant, d'agir selon tes principes même s'il n'y a pas d'applaudissements. C'est la décision d'être intègre avec toi-même, avant d'être accepté par n'importe qui. Paradoxalement, plus tu supplies pour la validation, moins tu obtiens de respect. Le besoin repousse parce qu'il montre le vide, la fragilité et la dépendance. La fermeté, en revanche, attire. Celui qui marche sûr de son jugement et de ses valeurs, même si les autres le remettent en question, suscite une admiration authentique. L'authenticité devient un aimant beaucoup plus puissant que toute tentative de plaire à tout le monde. Pratiquer cette leçon nécessite du courage. Cela signifie apprendre à dire non quand on s'attend à ce que tu dises oui, maintenir tes décisions même si elles dérangent, accepter que ton chemin ne sera pas approuvé par tous. Cela exige d'examiner tes actes et de te demander « Est-ce que je fais cela parce que je pense que c'est correct ou parce que je veux qu'on m'applaudisse ?» Chaque fois que tu choisis de plaire plutôt que d'être authentique, tu cèdes ton pouvoir. L'entraînement commence dans le quotidien. Fais des choses que tu ne partages nulle part, des décisions petites que seul toi connais et qui te font te respecter davantage. Apprends à remercier un compliment sans en dépendre, à recevoir une critique sans perdre l'équilibre. Écris-le si nécessaire et répète-le. Ma valeur ne dépend de l'approbation de personne. Cette phrase, lorsqu'elle devient une conviction, est un bouclier que rien d'extérieur ne peut traverser. Briser la dépendance à la validation, c'est retrouver ta liberté. Tu n'auras plus besoin de courir après les applaudissements parce que la cohérence sera suffisante. Et de cette indépendance, tu attireras plus de respect que tu n'as jamais réussi à mendier de l'attention. Le bruit des opinions des autres deviendra un écho lointain, tandis que la voix qui compte vraiment, la tienne, s'élèvera claire et ferme pour guider le cours de ta vie. 4. Entraîne-toi à l'inconfort volontaire. Le métal le plus fort ne naît pas brillant, il est forgé entre les flammes, les coups et la pression.
Sans feu et sans marteau, il resterait un morceau faible de matière sans forme. Il en va de même pour l'esprit et le caractère. Si tu ne traverses pas l'inconfort, tu ne découvriras jamais ta véritable force. Et dans un monde qui vend le confort comme le plus grand des trésors, s'entraîner à l'inconfort devient une rébellion consciente contre l'esclavage moderne. La plupart des gens fuient tout ce qui fait mal, tout ce qui coûte, tout ce qui demande des efforts. Ils préfèrent ce qui est immédiat, facile, ce qui ne demande ni patience ni discipline. Mais cette obsession d'éviter l'inconfort génère de la fragilité. Lorsque la première crise survient, lorsque la vie frappe sans prévenir, celui qui n'a jamais entraîné sa résilience s'effondre. Le stoïcisme enseigne que l'inconfort volontaire n'est pas une souffrance inutile, c'est une préparation. Marc Aurèle l'a bien compris. Celui qui s'entraîne à accepter les difficultés quotidiennes développe un esprit capable de résister à des épreuves bien plus grandes. Dormir par terre certaines nuits, résister à l'envie de manger pour le plaisir immédiat, s'exposer au froid ou au silence, sont des exemples de pratiques qui semblent petites, mais qui envoient un message puissant à l'esprit. Je peux supporter plus que je ne le pense, je ne suis pas esclave du confort. Dans la vie quotidienne, s'entraîner à l'inconfort signifie choisir consciemment l'effort lorsque le corps demande à fuir. Cela signifie se lever tôt lorsque tu as envie de rester au lit, rester calme lorsque tout pousse à la réaction, affronter une conversation inconfortable au lieu de la fuir. Chaque acte de discipline volontaire est un rappel que tu es maître de toi-même et non esclave de tes impulsions. L'homme moderne cherche la paix, le succès et la reconnaissance, mais il les poursuit depuis le confort. Il veut un corps fort sans transpiration, il veut du respect sans sacrifice, il veut de l'amour sans vulnérabilité, il veut la paix sans silence. Et cette contradiction le condamne à la frustration. Celui qui choisit de s'entraîner à l'inconfort, en revanche, apprend que la force se construit à chaque renoncement au plaisir immédiat, à chaque décision de tenir bon, alors qu'il serait plus facile de se rendre. C'est là la racine du respect de soi. L'inconfort volontaire est aussi une arme contre l'anxiété. Lorsque tu choisis consciemment de passer par des épreuves que d'autres éviteraient, ton esprit s'adapte, se renforce et perd la peur de l'inattendu. Tu n'as plus peur des changements ni des crises, parce que tu as entraîné en toi la capacité de résister. Et cet entraînement rend la vie plus prévisible, car ce qui effraie les autres n'est pour toi qu'un autre défi que tu peux relever. Mets-le en pratique de manière concrète. Marche sous la pluie, sans courir te réfugier. Consacre une journée à être sans distraction technologique. Fais de l'exercice, même si la fatigue te pèse. Jeûne pendant quelques heures, même si ton corps réclame. Ce sont des exemples simples mais efficaces qui renforcent ton caractère. L'objectif n'est pas de souffrir, c'est de te rappeler que tu peux contrôler ton esprit, que tu n'es pas dominé par chaque impulsion de confort que l'environnement vend comme indispensable. T'entraîner à l'inconfort volontaire, c'est rompre avec l'illusion que la vie doit être douce pour être bonne. C'est choisir le feu qui forge plutôt que la rouille qui détruit. Et lorsque ton caractère a passé des épreuves que d'autres n'auraient jamais affrontées, ta présence devient différente. Tu irradies la force, la discipline et la sérénité. Tu n'as plus besoin de poursuivre le respect, car le monde reconnaît en toi quelqu'un qui s'est forgé comme le métal le plus fort, résistant, ferme et libre. 5. Pratiquer le détachement conscient. Les mains qui s'accrochent désespérément au sable finissent par le perdre entre leurs doigts. Plus vous essayez de le retenir, plus il s'échappe rapidement. Il en va de même pour les personnes, les réalisations, les choses matérielles et les illusions de contrôle. L'attachement obsessionnel ne garantit pas la sécurité, il garantit la souffrance. Le détachement conscient, en revanche, n'est pas de l'indifférence. C'est la sagesse de comprendre que rien ne nous appartient totalement et que s'accrocher ne fait que multiplier l'anxiété. L'homme moderne vit entouré de chaînes invisibles qu'il nourrit lui-même.
Il s'accroche à une relation par peur de la solitude, à un travail qui détruit sa santé, à des objets qui ne comblent jamais le vide intérieur. Et plus il dépend de ces choses, plus il devient fragile, car il suffit que le monde change pour que sa paix s'effondre. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui est externe est emprunté. Marc Aurèle le rappelait, la vie elle-même est un prêt temporaire, et ce que vous possédez aujourd'hui peut cesser d'être à vous demain. Comprendre cela ne doit pas générer de tristesse, mais de la liberté. Si vous savez que rien ne vous appartient complètement, vous pouvez profiter de ce que vous avez sans être obsédé par le fait de le retenir. Le détachement conscient est en essence la pratique de lâcher sans peur et d'aimer sans chaîne. Pratiquer le détachement ne signifie pas rejeter ce que la vie vous donne. Cela signifie ne pas en dépendre pour être en paix. Vous pouvez profiter d'une relation sans en faire votre seule source de bonheur. Vous pouvez travailler pour vos objectifs sans que le résultat ne définisse votre valeur. Vous pouvez posséder des biens matériels sans qu'ils aient de pouvoir sur votre identité. Le détachement conscient transforme la façon dont vous vous reliez à tout. Il cesse d'être une nécessité et devient un choix. L'attachement est aussi à l'origine d'une grande partie de l'anxiété. Vous voulez que les choses soient permanentes alors que la vie est mouvement. Vous voulez que les gens restent alors que nous sommes tous de passage. Vous voulez que les circonstances ne changent pas alors que le changement est la seule certitude. Cette lutte contre l'inévitable ne fait que vous épuiser. En revanche, lorsque vous pratiquez le détachement conscient, vous apprenez à accepter le flux naturel de la vie. Vous comprenez que ce qui arrive est un cadeau et que ce qui part est une partie du processus. Un exemple clair est l'amour. Celui qui aime avec attachement cherche à contrôler, exige des garanties, vit dans la peur constante de perdre. Celui qui aime avec détachement profite de la présence de l'autre sans prétendre le posséder, car il sait que le véritable respect naît de la liberté. Il en va de même pour le succès. Celui qui le poursuit avec obsession ne l'apprécie jamais, car il craint toujours de le perdre. L'entraînement pour cultiver cette vertu commence par des actes simples. Débarrassez-vous des choses que vous gardez par peur de perdre quelque chose de vous-même, alors qu'en réalité, elles ne signifient rien. Apprenez à être en silence, sans avoir besoin de remplir chaque moment de distraction. Acceptez que vous ne contrôlerez pas toutes les réactions, ni tous les destins. Rappelez-vous chaque jour que la seule possession véritable est votre esprit, et que tout le reste peut changer d'un moment à l'autre. Pratiquer le détachement conscient, c'est choisir la liberté plutôt que l'obsession. C'est lâcher avec sérénité plutôt que retenir avec anxiété. Et lorsque vous parvenez à vivre de cette manière, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de repousser ce que vous désirez et commencez à l'attirer. Car les personnes, les opportunités et la paix arrivent naturellement à celui qui ne les poursuit pas avec désespoir, mais à celui qui les reçoit avec calme, sans chaîne et avec une fermeté intérieure. 6. Protège ton énergie comme un royaume. Un royaume qui ne prend pas soin de ses murailles tombe bientôt aux mains de l'ennemi. Peu importe combien de soldats il a ou combien de richesses il cache, si ses portes sont ouvertes et que n'importe qui entre et sort à sa guise, tôt ou tard il sera en ruine. Il en va de même pour ton énergie. Si tu ne mets pas de limite, si tu permets à n'importe qui de voler ton temps, tes pensées ou ta tranquillité, tu finiras vide, usé et sans force pour ce qui compte vraiment. Ton énergie est ton plus grand trésor, et la protéger est un devoir, pas une option. L'homme moderne vit épuisé non pas parce qu'il travaille trop, mais parce qu'il gaspille son énergie dans des batailles inutiles. Il se consume dans des discussions qui ne mènent à rien, dans des soucis pour des choses qu'il ne peut pas contrôler, dans des relations qui ne font que drainer sa paix. Et pendant qu'il cherche la paix et le succès, tout ce qu'il trouve est une fatigue chronique, parce qu'il a donné ses forces à des causes qui n'ont jamais mérité son attention. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ta réaction, tout ne mérite pas ton énergie. Épictète disait que les choses extérieures n'ont pas de pouvoir sur toi à moins que tu ne le leur donnes.
La véritable discipline consiste à choisir où concentrer ta force et dans quelle bataille participer. Protéger ton énergie ne signifie pas fuir la vie. Cela signifie savoir distinguer ce qui te construit de ce qui te détruit. Pense à cela de cette façon. Chaque jour, tu te réveilles avec une quantité limitée d'énergie, comme des pièces d'or dans un coffre. Si tu les dépenses en plaintes, en discussion, en essayant de plaire à tout le monde, en colère pour des petites choses, à la fin de la journée, tu n'auras rien à investir dans ce qui compte vraiment. Mais si tu apprends à gérer ces pièces, si tu choisis bien où mettre ton attention, ton énergie grandit, se multiplie et devient la base de ta force. Protéger ton énergie implique d'établir des limites claires. Cela signifie dire non quand quelque chose envahit ta paix, même si les autres ne le comprennent pas. Cela signifie couper les conversations qui ne font que semer la négativité. Cela signifie s'éloigner des environnements qui drainent ton esprit et s'entourer de personnes qui te renforcent. Tu ne peux pas vivre comme un royaume sans murailles et espérer rester debout. Le respect commence par toi-même, et ce n'est que lorsque tu protèges ton énergie que les autres apprennent à la respecter. Cela implique aussi de surveiller ce que tu consommes au niveau mental. Je ne parle pas seulement de nourriture pour le corps. Je parle de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Des nouvelles qui génèrent de la peur, des comparaisons qui empoisonnent ton estime de toi, des pensées répétitives qui ne font que t'épuiser. Chaque stimulus est comme un visiteur dans ton royaume, et c'est toi qui décides si tu ouvres la porte ou si tu la fermes. Laisser entrer des déchets mentaux est l'équivalent d'ouvrir la muraille pour que les pillards entrent. Un exercice pratique est de faire un inventaire de tout ce qui te prend de l'énergie dans ta vie quotidienne. Observe quelles conversations te laissent t'épuiser, quelles pensées se répètent sans sens, quelles activités te volent plus qu'elles ne te donnent. Ensuite, peu à peu, commence à réduire cette dépense inutile. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais d'apprendre à gérer ton énergie vitale avec intelligence. Protéger ton énergie comme un royaume n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Car sans énergie, tu ne peux pas grandir, tu ne peux aider personne, tu ne peux soutenir tes objectifs ni ta paix. L'anxiété naît souvent de dépenser des forces sur ce qui ne dépend pas de toi. La sérénité, en revanche, surgit lorsque tu prends soin de tes murailles et choisis consciemment où investir ton attention. Et lorsque tu parviens à vivre de cette façon, tu cesses de poursuivre la paix et le respect, car ils viennent d'eux-mêmes en voyant que tu gouvernes ton propre royaume intérieur avec fermeté et autorité. 7. Maîtriser le mot avec précision. Le mot est comme une épée. Dans des mains inexpérimentées, il blesse sans contrôle, cause des dommages irréparables et devient une arme dangereuse contre celui qui la manie. Mais entre les mains d'un guerrier discipliné, il devient un outil de précision, capable de couper seulement ce qui est nécessaire et de défendre fermement sans gaspiller d'énergie. Il en va de même pour le langage. Celui qui parle sans réfléchir devient l'esclave de sa propre bouche, mais celui qui maîtrise le mot gouverne son environnement avec respect et autorité. L'homme moderne vit pris au piège du bruit. Il parle trop, promet sans tenir, discute pour imposer, donne son avis sur tout sans rien comprendre. Chaque mot lancé sans soin affaiblit sa crédibilité et érode sa force. Quand quelqu'un ne mesure pas ce qu'il dit, il transmet de l'insécurité et sa voix devient un écho vide que personne ne respecte. En revanche, celui qui maîtrise le mot transmet la sérénité, inspire la confiance et projette la force même dans le silence. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas parler plus que nécessaire, ni dire ce qui n'édifie pas. Sénèque avertissait que souvent le silence est plus puissant que n'importe quel discours. Maîtriser le mot ne signifie pas parler peu, cela signifie parler avec précision. Cela signifie choisir les mots comme un artisan choisit ses outils, sachant que chaque phrase peut construire ou détruire, attirer le respect ou semer la méfiance. Regardez ce qui se passe dans une discussion. Celui qui se laisse emporter par la colère crie, insulte et s'épuise, mais convainc rarement.
Celui qui contrôle ses mots répond calmement, utilise des phrases claires, ne se laisse pas provoquer et, sans avoir besoin de hausser la voix, impose le respect. Maîtriser le mot, c'est maîtriser l'émotion qui le soutient. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la force silencieuse qui se cache derrière vos mots. Pratiquer cette discipline exige 3 étapes. Réfléchir avant de parler, parler avec précision et se taire quand c'est nécessaire. Réfléchir avant de parler, c'est se demander si ce que vous allez dire construit ou détruit, si c'est vrai ou juste un élan. Parler avec précision, c'est éviter les fioritures inutiles, les phrases vides ou les promesses impossibles. Et se taire quand c'est nécessaire, c'est se rappeler que toute provocation ne mérite pas de réponse et que parfois le silence est la déclaration la plus ferme de toutes. Celui qui maîtrise le mot comprend aussi le pouvoir de l'écoute. Parce que parler avec précision ne signifie pas monopoliser le dialogue. Cela signifie savoir écouter pour répondre avec sagesse. Celui qui écoute attentivement gagne en clarté et sa réponse devient plus précise. En revanche, celui qui interrompt et se précipite révèle de l'anxiété et un manque de contrôle. Le mot précis naît du silence attentif. Un exercice utile est de s'entraîner à la retenue. Lorsque vous ressentez l'envie de répondre immédiatement, respirez et retardez votre réaction de quelques secondes. Cet espace coupe le pouvoir de l'impulsion et vous permet de choisir plus clairement ce que vous allez dire. Un autre exercice est de réduire vos mots à l'essentiel. Communiquez ce que vous voulez en le moins de phrases possible, sans fioritures inutiles. Cette économie de langage génère de la force et de l'autorité. La maîtrise du mot signifie également éviter le gaspillage. Chaque promesse non tenue, chaque mot lancé sans réfléchir, est comme un trou dans le mur de votre crédibilité. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous n'êtes pas sûr, ne promettez pas. Celui qui aligne parole et action devient une personne de confiance, et la confiance est une forme puissante de respect. Maîtriser le mot avec précision est plus qu'un art, c'est une stratégie de vie. Le silence est la réponse la plus puissante qui existe après une rupture ou une trahison. Il n'y a pas de cri, de dispute ou de réclamation qui blesse plus que ton absence. Parce que lorsque tu choisis de te taire et de disparaître, tu ne perds pas, tu désarmes l'autre. Le bruit cherche l'attention, le silence provoque la réflexion. Et dans ce vide, le traître est confronté à la seule chose qu'il ne peut pas contrôler. Ta décision de ne pas lui donner de pouvoir sur toi. Ne pas réagir est un acte de domination. C'est montrer que tu ne dépends pas de ce qu'ils disent, font ou pensent. Chaque mot que tu tais est un mur. Chaque pas que tu fais loin est une déclaration d'indépendance. Et pendant que l'autre attend de te voir supplier, exploser ou te justifier, tu choisis une voie différente. Construire en silence une version de toi-même qui n'a pas besoin d'explication. Le véritable contrôle n'est pas dans la réponse, mais dans le fait de laisser le silence parler pour toi. Parce que là, dans cet espace sans contact, c'est là que tu retrouves ta force. Le silence n'est pas vide, c'est une stratégie. C'est le début de ta transformation, le terrain où tu sèmes la discipline, l'autocontrôle et une nouvelle réalité que les autres verront tôt ou tard. Ce n'est pas une vidéo sur la haine ou la vengeance explicite. C'est sur quelque chose de beaucoup plus intelligent et dévastateur. Utiliser ton silence comme la stratégie définitive pour te dominer toi-même, te reconstruire et transformer ta vie en la preuve la plus éloquente que rien ni personne ne peut te détruire. Ici, tu apprendras comment chaque acte d'absence, chaque geste de mystère et chaque pas d'évolution personnelle devient la victoire la plus brutale qu'ils ne pourront jamais ignorer. 1. Pourquoi es-tu si sensible? C'est comme quand quelqu'un caresse doucement une blessure qui n'a pas encore guéri. Ça ne ressemble pas à un coup, ça ne ressemble pas à une attaque, mais ça fait mal quand même, voire plus. C'est ainsi que fonctionne la question « Pourquoi es-tu si sensible ?» Elle ne cherche pas des réponses, elle ne cherche pas à comprendre, elle cherche à exposer ta vulnérabilité pour que tu sois toi-même sur la défensive. C'est la stratégie.
Faire en sorte que le problème ne soit pas le mensonge, mais ta façon de ressentir. Changer le focus pour que tu arrêtes de regarder ce qu'ils ont fait et que tu commences à te demander s'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Ce type de manipulation est dangereux parce qu'il se camoufle sous un ton apparemment normal. Il peut sembler être de l'inquiétude ou même une tentative de proximité, mais ce qu'il sème vraiment, c'est l'idée que ressentir est mal, que ta réaction est exagérée et que c'est toi qui dois t'excuser. Le piège est que, en essayant de te défendre, tu entres dans leur jeu. Tu commences à expliquer, à te justifier, à donner des arguments que tu ne devrais jamais donner parce que le vrai problème n'est pas ta sensibilité, mais leur manque d'honnêteté. Quand tu acceptes ce cadre mental, le menteur gagne du terrain. Tu t'épuises à essayer de prouver que tu n'es pas faible, que ta réaction est logique, que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Pendant ce temps, ils obtiennent exactement ce qu'ils voulaient, détourner l'attention. Le focus n'est plus sur le mensonge, il est sur toi. Et c'est à ce moment-là que la manipulation devient efficace, parce que peu à peu, tu commences à douter de ta perception, à remettre en question tes émotions, à penser que peut-être tu as exagéré. La philosophie stoïcienne enseigne que ce qui compte vraiment, ce n'est pas comment les autres te questionnent, mais comment tu décides de répondre. Épictète le disait clairement. Les choses ne nous affectent pas par ce qu'elles sont, mais par l'interprétation que nous en faisons. Si tu transformes cette question en une attaque directe, tu réagis et tu perds le contrôle. Mais si tu la vois pour ce qu'elle est, une stratégie de manipulation, alors tu gardes ton centre. Il ne s'agit pas de nier tes émotions, il s'agit de ne pas te laisser entraîner dans une discussion qui n'aurait jamais dû exister. Répondre calmement est la véritable force. Tu ne tombes pas dans le jeu de te justifier ou d'expliquer ta sensibilité. Tu peux répondre par le silence, par un regard ferme ou par une phrase claire qui renvoie la charge là où elle appartient. Ma sensibilité n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait. Cette fermeté coupe le fil de la manipulation, car le menteur ne trouve pas un terrain fertile pour semer son doute. La clé est de se rappeler que ressentir n'est pas une faiblesse, c'est de l'humanité. La faiblesse est chez celui qui a besoin de manipuler pour soutenir ses mensonges. Quand tu gardes cette perspective, tu ne t'engages pas dans des débats absurdes. Tu conserves ton énergie et tu utilises ta clarté comme une arme. Et cette clarté est celle qui révèle la vérité. Tu n'es pas trop sensible, tu es quelqu'un qui voit ce que les autres essaient de cacher. Et c'est ce que craint le plus un menteur, que tu le regardes en face avec la sérénité de celui qui ne tombe plus dans ses pièges. 2. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? C'est comme quand quelqu'un t'offre une chaise pour te reposer et pendant que tu t'assois, tu remarques qu'un de ses pieds est lâche. Au début, cela semble être un soutien, un geste de confiance, mais en réalité, il est conçu pour tester si tu tomberas dans le piège. C'est ainsi que fonctionne la question « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Ce n'est pas une véritable invitation à la confiance, c'est un examen déguisé qui cherche à te placer dans un coin émotionnel où si tu hésites, tu sembles déloyal et si tu acceptes, tu cèdes du terrain. C'est une forme subtile de contrôle, car il ne cherche pas ta réponse, mais le sentiment de culpabilité si tu ne corresponds pas à ce qu'ils attendent. Le problème avec cette question est qu'elle déplace le poids de la situation. On ne parle plus de ce que l'autre a fait ou n'a pas fait, on parle de toi, de ton niveau de confiance, de ta loyauté. Et dans ce tournant silencieux, le manipulateur obtient ce qu'il veut, détourner l'attention. Parce que si tu dis « oui, je te fais confiance », tu fermes les yeux sur les signaux qui t'ont amené à douter. Et si tu dis « non », tu deviens immédiatement l'accusé, la personne qui brise la relation. C'est le piège parfait, un piège émotionnel qui t'oblige à choisir entre le silence inconfortable ou la culpabilité. Ce mécanisme fonctionne parce qu'il touche l'une des fibres les plus profondes de l'être humain, le désir d'être vu comme une personne digne de confiance. Personne ne veut porter l'étiquette de méfiant ou d'ingrat. C'est la porte par laquelle la manipulation entre.
Au lieu de répondre à partir de la logique des faits, ils t'entraînent à défendre ton caractère, comme si ton intégrité était en doute. Et pendant que tu essaies de clarifier que oui, tu es une personne digne de confiance, que oui, tu es une personne loyale, tu cesses de questionner le plus important. Pourquoi ont-ils dû poser cette question en premier lieu? Le stoïcisme offre une voie différente. Marc Aurèle répétait que la véritable force réside dans le fait de ne pas permettre à l'esprit d'être entraîné par les émotions des autres. Quand quelqu'un te pose ce genre de questions, ce qu'il te montre en réalité, c'est de la peur. Ce n'est pas de la confiance qu'il cherche, c'est du contrôle. Épictète l'expliquait en rappelant que nous n'avons pas le pouvoir de changer ce que les autres font ou pensent. Mais nous avons le pouvoir de décider si nous acceptons de jouer le jeu ou si nous restons calmes. La réponse la plus puissante n'est pas une longue justification ni une déclaration de fidélité, c'est de remettre le poids sur la réalité. Tu peux répondre par quelque chose de simple et de ferme. La confiance se démontre par des actes, pas par des questions. Avec cette phrase, tu coupes le circuit de manipulation, car tu n'entres pas dans le dilemme qu'ils ont proposé. Tu te replaces sur le terrain où l'attention doit être sur leurs actions, pas sur ta supposée déloyauté. Si tu y réfléchis bien, cette question est comme une clé tordue qui essaie d'ouvrir la serrure de ton esprit. Si tu cèdes, le manipulateur entre et arrange l'histoire à son avantage. Mais si tu gardes le contrôle, la clé ne rentre pas et la porte reste fermée. Et c'est là l'enseignement le plus précieux. La confiance ne se demande pas. Elle se gagne. Ce n'est pas un chantage émotionnel, ce n'est pas un joker pour faire taire les doutes, c'est un reflet de la cohérence entre les paroles et les actes. Quand tu te souviens de cela, la question perd son venin. Elle ne sonne plus comme une accusation déguisée, ni comme un examen qui t'expose. Elle devient ce qu'elle est vraiment, une manœuvre de quelqu'un qui a peur d'être découvert. Et au lieu de t'épuiser à expliquer ta fidélité, tu restes simplement ferme, avec la clarté que la véritable confiance ne se répond pas avec des mots, mais avec la vie elle-même. 3. M'accuses-tu de quelque chose? Quand quelqu'un pose cette question, ce qu'il construit en réalité est un mur. Soudain, tu n'es plus face à une conversation ouverte, mais face à un mur qui te renvoie l'écho de tes propres mots. Ce mur a un but clair. Te faire sentir coupable, d'oser questionner, déplacer l'attention des faits vers ta manière de t'exprimer et te mettre sur la défensive. Ils ne cherchent pas des réponses. Ils veulent que tu recules, que tu doutes de toi-même et que la conversation change de direction. Ce type de manœuvre est si efficace parce qu'il exploite une peur commune à tous, la peur d'être injuste. Personne ne veut porter l'étiquette d'accusateur sans preuve. Personne ne veut paraître comme quelqu'un qui pointe du doigt ou attaque sur un coup de tête. Et c'est là que le manipulateur trouve l'opportunité. Face à tes doutes légitimes, il joue sa carte maîtresse, l'indignation feinte. Il se présente comme la victime de ta méfiance, comme quelqu'un blessé par un soupçon qu'il ne mérite pas. Le plus dommageable dans cette stratégie est l'épuisement émotionnel qu'elle génère. Parce qu'elle n'interrompt pas seulement la conversation, elle sème aussi la graine de l'insécurité. Tu commences à te demander si tu as été peut-être trop direct, si tu as peut-être sonné agressif, si tu aurais dû te taire. Et ce doute est le poison. Une fois qu'ils t'ont pris dedans, le manipulateur a le contrôle. Il ne s'agit plus de ses actions ou de ses contradictions, mais de ton erreur d'avoir osé pointer l'évidence. La philosophie stoïcienne éclaire clairement ce terrain. Sénèque enseignait que nous ne devons pas réagir aux provocations avec l'émotion qu'ils attendent de nous. La question « m'accuses-tu de quelque chose ?» ne mérite pas une défense impulsive ni une longue explication. Elle mérite d'être démasquée en silence ou avec une réponse qui remet le poids là où il appartient. Parce que ce n'est pas toi qui dois justifier le soupçon, c'est l'autre qui doit clarifier l'incohérence. Et c'est là la clé, garder son calme et ne pas céder le terrain émotionnel. Une façon de répondre avec fermeté peut être quelque chose de simple et direct. Je n'accuse pas, je pose une question parce que j'ai besoin de clarté. Avec ces mots courts, tu brises l'illusion de victimisation et tu gardes le focus sur l'essentiel. Tu peux aussi garder le silence
et soutenir ton regard, car parfois le silence révèle plus de pouvoir que toute justification. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui est sous notre contrôle n'est pas ce que l'autre dit, mais ce que nous choisissons de faire avec. Quand tu ne tombes pas dans le piège, le manipulateur perd son outil préféré. Il ne peut pas te transformer en agresseur, ni te distraire avec de fausses offenses. Tôt ou tard, il devra faire face à ce qu'il essayait de cacher. C'est la force de la clarté. Elle détruit les masques sans besoin de cris ni de combat. Et c'est aussi la plus grande démonstration de l'autocontrôle. Car résister à la tentation de te défendre face à une attaque voilée demande plus de discipline que d'éclater en explications. Au fond, cette question révèle la peur. La peur que leurs mensonges soient découverts, la peur de perdre le contrôle qu'ils exercent sur toi, la peur que la lumière de la vérité tombe là où ils le veulent le moins. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de te sentir coupable et tu commences à voir la situation avec distance. Cette distance est le pouvoir. Elle te libère de la nécessité de tomber dans le jeu émotionnel et te rappelle que ton rôle n'est pas de porter des fautes qui ne te correspondent pas, mais de te tenir dans ta vérité avec fermeté. M'accuses-tu de quelque chose? N'est pas une question, c'est une stratégie. Et comme toute stratégie, elle perd de sa force lorsqu'elle est exposée. Le menteur veut que tu t'agites, que tu expliques, que tu baisses la voix. 4. Est-ce que je te mentirai jamais? Imagine une balance sur laquelle quelqu'un place d'un côté un poids énorme et de l'autre te demande de l'équilibrer avec les mains vides. Peu importe ce que tu fais, tu sembleras toujours être en désavantage. C'est ainsi que fonctionne la question « Est-ce que je te mentirai jamais ?» Elle sonne douce, convaincante. Elle pourrait même sembler être un geste de transparence, mais en réalité, c'est un mouvement conçu pour incliner la balance en sa faveur. Celui qui la prononce ne cherche pas à clarifier, il cherche à fermer toute possibilité de questionnement avant que la conversation ne s'ouvre. Ce qui rend cette question dangereuse, c'est qu'elle fait directement appel à la culpabilité et au besoin de maintenir la relation en paix. Si tu dis non, tu es pris au piège dans une obligation émotionnelle de faire confiance, même s'il y a des signes qui éveillent des doutes. Si tu dis oui, tu deviens l'agresseur, la personne qui rompt l'harmonie en insinuant une trahison. Dans les deux cas, la conversation ne tourne plus autour des faits, mais autour de ta réponse et du malaise qu'elle génère. La stratégie est claire, ne pas laisser parler de la vérité, mais te faire sentir mal de douter. Ce type de manipulation fonctionne parce qu'il joue avec une valeur profondément humaine, la loyauté. Personne ne veut être vu comme méfiant. Personne ne veut porter l'étiquette de celui qui soupçonne sans raison. Et le manipulateur en profite. Il pose cette question comme un bouclier émotionnel, sachant qu'il est fort probable que tu recules pour ne pas sembler injuste. En le faisant, il évite non seulement de répondre, mais il obtient un avantage psychologique. Il te fait douter de tes propres instincts. L'effet le plus corrosif est que petit à petit, tu apprends à te taire. Chaque fois que tu remarques quelque chose d'étrange, tu te souviens de cette phrase et tu penses « peut-être que j'exagère, peut-être que je me méfie trop ». Et ainsi, avec le temps, la voix de ton intuition s'éteint tandis que celle du manipulateur se renforce. C'est là le véritable objectif de la question. Éroder ta confiance interne pour que tu dépendes plus du récit de l'autre que de tes propres sens. Le stoïcisme offre une réponse différente. Épictète enseignait que nous ne devons pas attacher notre tranquillité aux paroles des autres, mais à la cohérence des faits. Se demander si quelqu'un mentirait ou non est sans importance si ce qui est devant toi génère déjà de l'incohérence. La philosophie stoïcienne nous rappelle que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les promesses, mais les actions. Marc Aurèle insistait pour juger les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles semblent être. C'est la clé pour ne pas être pris au piège dans ce type de jeux émotionnels. Répondre à cette question avec calme implique de ne pas entrer dans le dilemme qu'elle pose. Tu n'as pas besoin de dire oui ni non. Tu peux couper la manipulation avec quelque chose d'aussi simple que « il ne s'agit pas de ce que tu ferais ou non, il s'agit de ce qui se passe maintenant ». Avec cette réponse,
Tu ramènes l'attention sur la réalité et tu évites de tomber dans le terrain glissant des suppositions. Quand tu comprends cela, la question perd son pouvoir. Elle cesse de sonner comme une invitation à la confiance et se révèle pour ce qu'elle est. Une stratégie pour faire taire tes doutes. Tu n'as plus besoin de te sentir coupable de douter, car la méfiance ne vient pas de nulle part. Elle a toujours une origine. Et la véritable erreur n'est pas de douter, mais d'ignorer les signaux par peur de déranger. L'enseignement stoïcien est clair. La confiance authentique ne se demande pas. Elle se gagne jour après jour avec des actes cohérents. Un menteur peut embellir ses paroles avec de la douceur. Il peut promettre qu'il ne tromperait jamais, mais si ses actes ne suivent pas, ses phrases ne sont que du vent. 5. Ne pouvons-nous pas simplement aller de l'avant? En thérapie, il y a quelque chose connu sous le nom d'évasion, un mécanisme où l'esprit préfère couvrir une blessure avec un pansement rapide plutôt que de la nettoyer en profondeur. C'est exactement ce que fait la question « Ne pouvons-nous pas simplement aller de l'avant ?» Elle sonne conciliante, elle semble être un appel à la paix, mais en réalité, c'est une stratégie de manipulation qui cherche à enterrer le problème sans le résoudre. Ce n'est pas une invitation à la clôture, c'est une tentative de te faire taire pour éviter les responsabilités. La force de cette question réside dans le fait qu'elle se déguise en maturité. Celui qui la pose semble être fatigué du conflit et désireux d'avancer, mais ce qu'il veut vraiment, c'est couper la conversation avant que ses actes ne soient révélés. C'est une façon de te transformer en obstacle, comme si c'était toi qui ne sais pas lâcher prise, alors qu'en réalité, tout ce que tu fais, c'est demander de la clarté. Le manipulateur se place dans la position de celui qui veut la paix et te laisse la charge de paraître la personne conflictuelle. Cette tactique épuise parce qu'elle attaque ton désir d'harmonie. Tous, dans une plus ou moins grande mesure, nous voulons éviter les discussions interminables. Personne n'aime les confrontations constantes. Et c'est sous cette nécessité humaine de calme qu'ils atteignent leur objectif. Ils te font sentir que persister sur le sujet est une erreur, que réclamer la vérité est exagéré, que demander des explications est synonyme de vivre dans le passé. Peu à peu, ce qui devrait être un droit devient une culpabilité que tu portes sur toi. La conséquence est dangereuse. Tu commences à te taire pour ne pas être accusé de vivre coincé. Tu arrêtes de poser des questions, tu arrêtes de pointer les incohérences, tu arrêtes de fixer des limites. Le silence devient une habitude et le manipulateur obtient un terrain fertile où ses actions restent sans conséquence. Cette dynamique ne tue pas seulement la confiance, elle érode aussi ton estime de soi, parce que tu as l'impression que parler est un problème plutôt qu'un acte de dignité. Le stoïcisme enseigne que ignorer ce qui fait mal ne signifie pas le surmonter. Sénèque avertissait que le temps ne guérit pas tout. Ce qui guérit, c'est la façon dont nous affrontons ce qui se passe. Aller de l'avant, ce n'est pas couvrir les erreurs, c'est les comprendre pour qu'elles ne se reproduisent pas. Épictète rappelait que nous ne contrôlons pas ce que font les autres, mais nous décidons ce que nous tolérons. Et tolérer la manipulation déguisée en paix, c'est renoncer à ton propre respect. Répondre à cette question nécessite de la fermeté sans tomber dans la provocation. Tu n'as pas besoin de crier, ni de tomber dans un cercle de reproches. Tu peux répondre clairement, nous pouvons aller de l'avant quand cela sera résolu, pas avant. De cette façon, tu n'acceptes pas l'étiquette de conflictuel, ni la fausse idée que réclamer justice est rester coincé dans le passé. Tu renvoies simplement la responsabilité là où elle appartient, dans les actions qui ont besoin de réparation. Lorsque tu appliques cette approche, tu désarmes le piège. Le manipulateur ne peut plus se réfugier dans l'apparence de la paix, car tu as clairement indiqué que avancer n'est pas se taire, mais résoudre. C'est le véritable sens de l'avancement. Se déplacer avec conscience, pas avec évasion. Le stoïcien comprend que le silence forcé n'est pas la sérénité, c'est la soumission. Et la véritable sérénité n'arrive que lorsque tu peux regarder en arrière sans sentir que tu as caché quelque chose par peur de déranger.
Ne pouvons-nous pas simplement aller de l'avant? Est un déguisement de réconciliation, mais ce n'est pas la réconciliation. C'est un outil pour éviter la responsabilité. Et tant que tu ne le comprends pas, tu resteras coincé dans la dynamique de te taire pour ne pas paraître problématique. La véritable force réside dans le maintien de la conversation inconfortable jusqu'à ce que le problème soit clair. 6. Pourquoi doutes-tu de moi si je ne t'ai jamais déçu? En thérapie, on parle de la façon dont la mémoire peut être utilisée comme une encre. Un souvenir positif, un geste du passé ou une expérience partagée peuvent être invoqués pour justifier un présent qui ne correspond pas. Cette question fonctionne de la même manière. Pourquoi doutes-tu de moi si je ne t'ai jamais déçu? Est un moyen qui fait appel à ce qui a été, pour faire taire ce qui se passe maintenant. C'est une façon de manipuler ta confiance, en la déviant vers un historique supposément impeccable, bien que les faits actuels soient pleins de fissures. L'astuce est subtile, mais puissante. Au lieu de répondre à ton doute légitime, le manipulateur change de scène. Il ne s'agit plus de l'incohérence ou du mensonge actuel. Il s'agit maintenant de ton ingratitude apparente pour avoir douté de quelqu'un qui a toujours été là. Soudainement, le fardeau retombe sur toi. Tu sembles injuste, tu sembles déloyal, tu sembles incapable de reconnaître ce qu'on t'a donné. Et pendant que tu essaies de te défendre, ils obtiennent ce qu'ils voulaient, éviter la responsabilité d'expliquer ce qui se passe. Ce qui rend cette question dangereuse, c'est sa capacité à activer la culpabilité. Personne ne veut être perçu comme ingrat. Personne ne veut sentir qu'il trahit la confiance de quelqu'un de proche. Mais la manipulation se cache dans ce point aveugle. En te rappelant un passé sans faute, ils te poussent à ignorer le présent. Ils te font croire que ton doute est injustifié, alors qu'en réalité, c'est un signe sain de ton intuition. Cette pression peut te pousser à te taire, à minimiser ce que tu vois, à accepter des explications vagues pour ne pas porter l'étiquette de méfiant. Le problème est que cette dynamique érode ta perception. Avec le temps, tu doutes plus de toi-même que d'eux. Chaque fois qu'un soupçon surgit, tu te répètes la phrase dans ta tête et tu l'utilises comme justification pour regarder ailleurs. Et ainsi, le manipulateur gagne un pouvoir énorme, celui de te faire remettre en question ta propre clarté. C'est l'une des formes de contrôle les plus efficaces, car ils n'ont pas besoin de te convaincre avec des preuves, seulement avec un rappel émotionnel qui te lie au passé. Le stoïcisme offre une sortie claire. Marc Aurèle enseignait que l'important est de juger chaque action pour ce qu'elle est, non pour ce qu'elle a été avant ou pour ce qu'elle pourrait être après. La vertu se démontre dans le présent. Épictète soulignait que nous ne pouvons renoncer à ce que nous voyons simplement parce que cela contredit ce que nous voulons croire. Douter n'est pas une trahison. Douter est un acte d'honnêteté envers soi-même. Et si quelqu'un te demande d'ignorer la réalité au nom de la confiance, ce qu'il cherche n'est pas le respect, c'est la soumission. Répondre à cette question nécessite de la fermeté sans tomber dans la culpabilité. Tu peux dire calmement « Je ne doute pas à cause de ce que tu as été, je doute à cause de ce que je vois maintenant ». Cette réponse brise le jeu émotionnel. Ils ne peuvent plus se cacher derrière un historique, car tu ramènes l'attention sur le présent. Une autre alternative est de garder le silence et de supporter l'inconfort, car parfois l'absence de justification est le signal le plus fort que tu n'es pas prêt à reculer. Lorsque tu choisis cette voie, tu récupères ton pouvoir. Tu n'es plus l'otage d'un passé utilisé comme bouclier, mais le maître de ta perception dans le présent. La véritable confiance ne se fige pas dans le temps, elle se renouvelle à chaque action. Et si quelqu'un exige de toi une foi aveugle en faisant appel à ce qu'il n'a jamais fait, il montre sa peur que tu observes ce qu'il fait maintenant. 7. Vraiment, tu vas réagir comme ça pour quelque chose d'aussi insignifiant? En psychologie, on parle de minimisation comme mécanisme de défense. Il s'agit de réduire l'importance d'un fait pour en diminuer l'impact et ainsi désactiver la réaction naturelle de l'autre personne. C'est l'essence de cette question. Vraiment, tu vas réagir comme ça pour quelque chose d'aussi insignifiant? Ce n'est pas une recherche de compréhension,
C'est une tentative de te faire sentir ridicule pour te défendre, un moyen d'invalider ton expérience et de te forcer à te taire. L'effet est immédiat. Ce qui était au départ légitime, un acte qui t'a blessé ou un mensonge évident, devient soudainement un détail sans importance. La manipulation consiste à te faire douter de l'ampleur du problème. Tu commences à te demander si tu as exagéré, si tu es peut-être trop dramatique, si ce que tu as ressenti n'est pas si important. C'est le piège. Ne pas résoudre ce qui s'est passé, mais te convaincre que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Cette stratégie est dangereuse, car elle attaque directement ta perception de la réalité. Lorsque tu acceptes la minimisation, tu renonces à ton droit de poser des limites. Chaque fois que tu te tais face à l'idée que c'est quelque chose de petit, l'autre gagne du terrain. Et avec le temps, ce qui est toléré cesse d'être si petit. Ce qui était une faute légère devient un schéma, et ce qui semblait être une erreur isolée finit par être une habitude qui épuise ta paix. La culpabilité est un autre outil caché dans cette question. Non seulement on te dit que tu exagères, mais on te fait sentir que ta réaction est disproportionnée, que c'est toi qui compliques les choses. Alors tu te justifies, tu expliques encore et encore pourquoi ça t'a fait mal, pourquoi tu le soulignes, et plus tu te défends, plus on renforce l'idée que tu exagères. L'épuisement émotionnel grandit, car tu ne luttes pas seulement contre le fait en lui-même, mais contre la perception que ta réaction est trop. Le stoïcisme donne une réponse claire à cette dynamique. Marc Aurèle disait que ce qui affecte l'homme n'est pas le fait en lui-même, mais le jugement qu'il en fait. Le manipulateur veut altérer ton jugement. Il veut que tu crois que ce que tu as ressenti n'est pas valide. Mais le pouvoir est de retrouver ta clarté. Ce qui te fait mal compte. Ce qui est incohérent doit être souligné. Ce qui brise ta paix mérite d'être affronté. Épictète rappelait que personne ne peut t'obliger à accepter une impression sans ton consentement. Et c'est la clé. Ne pas accepter l'étiquette d'exagérer quand tout ce que tu fais est de poser des limites. La meilleure façon de répondre n'est pas d'entrer dans un débat pour prouver que tu n'exagères pas, car cela serait jouer selon leurs règles. La solution est de rester ferme dans ce que tu ressens. Une réponse claire pourrait être « petit pour toi, significatif pour moi, c'est pourquoi j'en parle ». De cette façon, tu coupes la minimisation et tu reprends le contrôle de ton expérience. Tu peux aussi recourir au silence conscient, car parfois, le manque de justification démontre plus de conviction que 1000 arguments. Lorsque tu choisis de ne pas céder, tu désarmes le jeu. Tu ne t'épuises plus à expliquer pourquoi quelque chose t'importe, tu maintiens simplement ta position. Et cette fermeté est ce que le manipulateur craint le plus, car il ne peut pas modeler ta perception ni rendre ta voix insignifiante. Le stoïcien comprend que la sérénité n'est pas de tout supporter en silence, mais d'avoir la clarté de reconnaître ce qui mérite attention et la force de le défendre sans culpabilité. Vraiment, tu vas réagir comme ça pour quelque chose d'aussi insignifiant n'est pas une question innocente, c'est une manœuvre pour invalider ta vérité. L'apprentissage est de ne pas permettre aux autres de définir l'ampleur de ce que tu ressens. Le silence a un pouvoir que peu osent affronter. Ce n'est pas une absence, c'est une présence dans sa forme la plus pure. C'est le coup sec qui laisse sans excuse celui qui s'est habitué à ton dévouement constant. Parce que quand tu arrêtes de courir après quelqu'un qui ne valorise ni ton temps ni ton énergie, tu ne perds rien. Tu récupères tout ce que tu avais laissé de côté pour mendier de l'attention. Ce vide qui semble dur au début n'est pas une punition. C'est l'espace nécessaire pour respirer à nouveau. La vérité est simple et crue. Plus tu cours après, plus tu deviens invisible. Le cerveau humain méprise ce qui est toujours disponible. Il s'y habitue, s'ennuie, le prend pour acquis. Et pendant que tu épuises tes jours à envoyer le premier message, à attendre une réponse qui ne vient jamais, à justifier les silences des autres, l'autre personne apprend qu'elle peut t'avoir sans aucun effort. C'est le cercle vicieux qui détruit ta dignité. Le briser nécessite du courage. Il faut accepter que l'anxiété ne se calme pas avec l'insistance, mais avec le détachement. Que la véritable force n'est pas de montrer combien tu insistes, mais de décider de ne plus le faire.
Le silence est un miroir. Il reflète ta valeur et en même temps confronte l'autre à l'absence de ce qu'il ne reçoit plus. Ce silence pèse, dérange, révèle. Et il te révèle aussi, parce que tu apprends à voir clairement où tu donnais ton énergie sans rien recevoir de sain en retour. Ce n'est pas une invitation à l'indifférence vide, c'est un appel à la conscience. À comprendre que ton temps est une ressource limitée et que tu ne peux pas le gaspiller sur quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Les stoïciens enseignaient que la seule chose que tu possèdes vraiment est ton esprit, ton attitude et ta capacité à choisir comment tu réponds. Et ici, la réponse la plus sage, bien qu'elle fasse mal, est de se taire. Se taire pour t'écouter. Se taire pour arrêter de poursuivre ce qui ne mérite pas d'être atteint. Se taire pour retrouver le calme que tu avais perdu. C'est le point de départ. À partir de là, les leçons deviennent des armes pratiques que n'importe qui peut utiliser dans la vie quotidienne pour couper la dépendance émotionnelle et retrouver la dignité. Parce que quand tu choisis le silence et le détachement, tu ne perds pas quelqu'un, tu te gagnes toi-même. 1. Ne cours pas après, lâche le premier message. L'attachement à une personne qui ne valorise pas ta présence ressemble à courir après une ombre sous le soleil de midi. Tu la vois, tu la sens près. Il semble que si tu fais un pas de plus, tu pourras l'atteindre. Mais plus tu cours, plus elle s'éloigne. Cette course sans fin ne fait que t'épuiser et ne te mène nulle part. C'est la réalité d'insister, d'envoyer toujours le premier message, de montrer de l'intérêt quand l'autre s'en fiche. Le silence et la pause sont le seul moyen d'arrêter cette usure, de regarder ailleurs et de réaliser que tu n'as pas besoin de poursuivre quoi que ce soit pour exister. Ne pas courir après est un acte de dignité, un rappel que ta valeur ne dépend pas de la validation des autres. La première étape est de lâcher l'impulsion d'être celui qui ouvre le canal de communication. Lorsque tu es toujours celui qui écrit en premier, tu envoies un message caché, ton besoin. L'autre le perçoit même s'il ne le dit pas, et cela change l'équilibre de la relation. Ce qui est constant cesse d'être précieux. Ce qui est sûr devient ennuyeux. Ce qui est disponible perd son mystère. L'être humain a tendance à désirer ce qu'il n'a pas garanti. Et en t'offrant toujours sans pause, tu deviens prévisible, attendu, ce qui ne surprend plus. Le silence, en revanche, suscite une réaction différente. Il rend visible ton absence, pose une limite invisible et oblige l'autre à se demander ce qui se passe. Du point de vue stoïcien, ne pas courir après est d'appliquer la discipline de l'esprit. Épictète enseignait que la véritable liberté consiste à contrôler ce qui dépend de toi et à lâcher ce qui ne dépend pas. Tu peux contrôler ton envie d'écrire, tu peux choisir de ne pas réagir immédiatement, tu peux récupérer ton temps au lieu de le donner à l'incertitude. Ce choix n'est pas simple, car l'anxiété pousse, l'habitude presse et l'esprit invente des excuses pour le justifier. Mais c'est à ce moment-là que naît la pratique. Chaque fois que tu retiens tes doigts avant d'écrire, tu t'entraînes à l'autocontrôle. Et l'autocontrôle est l'une des vertus les plus puissantes que tu peux cultiver. Rompre ce schéma n'est pas de l'indifférence, c'est du respect pour ton énergie. Personne ne mérite que tu trahisses ta paix en attendant un signe. Cesser d'envoyer le premier message ne signifie pas que tu ne te soucies pas. Cela signifie que tu te soucies assez de toi pour ne pas te donner à celui qui ne te donne pas de place. Cette pause, bien que inconfortable, crée un espace intérieur où tu peux respirer. Là, tu découvres que tu n'as pas besoin que l'autre confirme ta valeur. Là, tu comprends que courir après ne fait que t'éloigner de toi-même. Le silence est une tactique et aussi un miroir. Parfois, en arrêtant d'insister, l'autre remarque ce qu'il perdait et se rapproche. D'autres fois, il ne se passe rien et c'est le signe le plus clair que tu courais après un vide. Dans l'un ou l'autre des scénarios, tu gagnes. Parce qu'il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de te libérer. Il s'agit de cesser d'hypothéquer ta dignité pour recevoir des miettes d'attention. Il s'agit de reconnaître que la personne qui a le plus besoin de t'écouter, c'est toi, et que le silence est la langue la plus ferme avec laquelle tu peux te parler.
La prochaine fois que tu ressens l'envie d'être celui qui commence, rappelle-toi de l'ombre. Rappelle-toi que cette course ne finit jamais. Rappelle-toi que s'arrêter est plus courageux que de continuer. Parce que celui qui ne reconnaît pas ta présence ne mérite pas ton insistance. Et parce que courir après ne fait que te transformer en prisonnier d'une illusion que tu n'atteindras jamais. La véritable liberté commence quand tu décides de t'arrêter. 2. Enterre le téléphone et brise le sort. Le téléphone dans tes mains ressemble à un hôtel moderne, brillant et silencieux, où tu offres chaque minute de ton attention comme s'il s'agissait d'un sacrifice. Tu attends un signe, une notification, un éclair de lumière qui soulage l'anxiété. Ce petit objet devient une chaîne invisible qui te lie à l'attente de l'autre. Ce n'est pas l'appareil qui te contrôle, c'est le sort que tu lances sur toi-même chaque fois que tu vérifies sans raison, chaque fois que tu laisses l'écran définir si tu es vu ou ignoré. Enterrer le téléphone ne signifie pas le détruire. Cela signifie lui arracher le pouvoir qu'il n'aurait jamais dû avoir sur ta paix. Ce qui commence comme une habitude finit par être un schéma de dépendance. Vérifier constamment le téléphone renforce l'idée que ta valeur dépend d'une réponse. L'esprit entre dans un cycle de récompense et de frustration. Une notification te soulève, le silence te plonge. Cette oscillation est un poison lent qui érode ton estime de soi et consomme ton temps. Rompre ce sort est un acte de rébellion contre une addiction émotionnelle déguisée en habitude quotidienne. Le détachement commence lorsque tu choisis de mettre une distance physique, lorsque tu décides de laisser le téléphone hors de ta portée, lorsque tu comprends que tout silence n'a pas besoin d'être interprété comme un rejet. Le stoïcisme enseigne à différencier ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Le message qui n'arrive pas, l'appel qui n'a pas lieu, l'attention que tu ne reçois pas, tout cela n'est pas entre tes mains. Ce qui est sous ton contrôle, c'est comment tu gères ton attention, comment tu décides d'utiliser ton temps, quel espace mental tu choisis de nourrir. Lorsque tu enterres le téléphone, même pour quelques heures, tu envoies un message clair. Ta vie n'est pas subordonnée à un appareil ni aux réponses de personne. Tu récupères ton énergie pour l'investir dans ce qui construit, dans ce qui t'appartient, dans ce qui ne dépend pas de la validation externe. Beaucoup craignent ce silence parce qu'ils le confondent avec le vide. Mais ce vide est fertile si tu sais l'utiliser. En éteignant le bruit numérique, tu entends ta propre pensée, tu reconnais l'anxiété que tu essayais de couvrir avec des notifications, et tu découvres que tu n'as pas besoin d'être disponible tout le temps pour être quelqu'un de précieux. Le téléphone enterré n'est pas une absence de vie, c'est la preuve que tu peux vivre sans dépendre de stimuli constants. Cette décision te redonne du pouvoir, du calme et de la clarté. Rompre le sort ne se fait pas du jour au lendemain, car l'esprit est entraîné à chercher la récompense immédiate. C'est pourquoi enterre le téléphone dans les moments critiques, avant de dormir, au réveil, pendant les heures où tu as besoin de concentration. Ces espaces deviennent des rituels de libération. Tu arrêtes de donner tes émotions au gré d'un écran et tu commences à renforcer ton autocontrôle. Ce n'est pas facile au début, mais chaque minute que tu passes sans le vérifier est une victoire sur l'anxiété. Le détachement se pratique au quotidien, pas dans des discours vides. Lorsque tu choisis de laisser le téléphone face vers le bas, loin de tes mains, tu te dis que ton temps vaut plus que l'attente. Tu entraînes ton esprit à ne pas mendier l'attention. Tu te rappelles que le calme ne dépend pas d'un signal externe, mais de ta capacité à te maintenir dans le silence. Cette pratique, répétée encore et encore, devient une discipline. Et la discipline te rend libre. Parce qu'à la fin, ce qui a servi n'est pas l'appareil, mais l'espoir qu'à travers lui arrive ce qui te manque en personne. Enterrer le téléphone, c'est briser le sort. C'est te prouver que tu peux respirer sans cette confirmation. C'est découvrir que ta valeur n'a jamais été dans un message en attente, mais dans ta décision de ne pas vivre en attente de personne. 3. Fais du papier ton exutoire nocturne. L'esprit agité ressemble à une pièce pleine d'échos.
Chaque pensée rebondit, se multiplie et revient plus forte qu'elle n'est entrée. Quand la nuit tombe et que tout à l'extérieur se tait, ce bruit interne s'intensifie. C'est alors que l'anxiété se déguise en insomnie, quand le besoin d'attention se transforme en questions sans réponse. Là, le papier devient un refuge. Une feuille blanche ne juge pas, n'ignore pas, ne répond pas avec indifférence. Elle t'offre un espace sûr pour libérer ce qui te brûle de l'intérieur. Faire de l'écriture nocturne une habitude est comme ouvrir une fenêtre au milieu d'une pièce étouffante. L'air entre, les charges s'allègent et l'esprit retrouve de l'oxygène. Le détachement ne commence pas toujours par de grandes décisions, parfois il naît de gestes simples. Écrire ce que tu ressens à la fin de la journée est un acte de sincérité envers toi-même. C'est le moment où tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu peux seulement libérer à l'intérieur. En mettant en mots ton anxiété, ta colère ou ta tristesse, tu enlèves le pouvoir à ce qui te gardait silencieusement prisonnier. La pensée écrite cesse d'être un monstre invisible pour devenir quelque chose que tu peux observer, analyser et comprendre. Ce changement de perspective est l'un des outils les plus puissants du détachement émotionnel. Les stoïciens parlaient d'examiner chaque jour avant de dormir. Sénèque écrivait qu'il passait en revue ses actions et pensées nocturnes comme un juge examinant un cas. Il ne le faisait pas pour se punir, mais pour se corriger, pour ne pas répéter les erreurs et pour cultiver la clarté. En suivant cette pratique, le papier devient un miroir. Il te montre où tu as donné trop, où tu as couru après celui qui ne le méritait pas, où tu t'es trompé et où tu as été fort. Cette révision constante renforce le caractère et empêche de retomber dans les mêmes schémas de dépendance. Écrire brise aussi l'urgence de communiquer avec celui qui ne répond pas. Souvent, tu cherches le téléphone pour envoyer un message qui soulage la pression dans ta poitrine, mais ce dont tu as vraiment besoin n'est pas que l'autre te lise, mais que tu t'écoutes toi-même. Le papier remplit cette fonction. Il absorbe tes mots, te rend la sérénité et élimine le poids de devoir le porter en silence. Ce que tu laisses écrit ne vit plus dans ton esprit, il vit sur la feuille, et cela te permet de dormir plus paisiblement. Fais de l'exutoire nocturne un rituel. Au lieu de vérifier ton téléphone avant de dormir, allume une lampe douce, prends un stylo et laisse sortir tout ce que tu as accumulé. Peu importe si c'est désordonné, peu importe si cela n'a pas de sens, le but n'est pas de créer de la beauté, mais de libérer la pression. Au début, cela peut sembler insignifiant, mais avec le temps, tu remarqueras que ta relation avec tes émotions change. Tu ne cours plus après les autres, tu te reconnais toi-même. Ce geste simple te rappelle que la validation la plus importante est la tienne. Le papier garde aussi tes batailles gagnées. En relisant avec le temps ce que tu as écrit, tu remarqueras des progrès que tu n'as pas vus sur le moment. Tu verras comment l'intensité de ton anxiété diminue, comment ce qui semblait insupportable hier pèse à peine aujourd'hui. Ce contraste est la preuve de ta croissance, la preuve que le silence et le détachement fonctionnent lorsque tu les pratiques avec constance. La feuille blanche est un allié silencieux, un témoin de ta force. Fais-en ton confident chaque nuit et tu découvriras que tu n'as pas besoin de déverser tes émotions dans des conversations qui ne sont jamais réciproques. Ta dignité mérite un meilleur espace. Fais du papier ton exutoire nocturne et transforme-le en preuve vivante que ta paix ne dépend plus de personne d'autre que de toi. 4. Surmonte l'anxiété par le mouvement. L'anxiété ressemble à une cage invisible. Peu importe la taille de ses barreaux, tu la sens oppresser ta poitrine, serrer ta respiration et te forcer à tourner en rond dans ton esprit. Cette cage n'existe pas dans la réalité, mais ton corps l'aperçoit comme si elle était en fer, et plus tu restes immobile, plus ses limites se renforcent. Le mouvement, en revanche, brise les barreaux. Chaque pas que tu fais, chaque flexion, chaque étirement, c'est comme plier le métal qui semblait indestructible. Le corps libère ce que l'esprit ne peut pas lâcher seul. Quand tu es coincé dans l'attente, regardant ton téléphone encore et encore, l'anxiété se nourrit de l'inaction. C'est dans cet état que les pensées se répètent comme un écho interminable.
Pourquoi ne répond-il pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Que signifie ce silence? Cette répétition mentale est du carburant pour l'angoisse. C'est là qu'intervient le mouvement comme médicament. Il ne s'agit pas de courir des marathons ni de s'entraîner jusqu'à l'épuisement. Il s'agit de se rappeler que ton corps est un canal de libération. Marcher, faire de l'exercice, s'étirer ou simplement se lever pour ranger ton espace est suffisant pour rediriger cette énergie. Ce qui semblait être un poids insupportable se transforme en élan. Et ce qui semblait vide commence à se remplir d'action. Les stoïciens comprenaient que le corps et l'esprit sont des alliés inséparables. Marc Aurèle parlait de la façon dont l'âme se renforce lorsque le corps se discipline. Et il ne parlait pas seulement de la force physique, mais du fait que le corps en mouvement aide l'esprit à retrouver l'équilibre. L'anxiété ne se discute pas avec des pensées, elle s'affaiblit avec des actions. Chaque pas que tu fais est une affirmation silencieuse. Je ne suis pas prisonnier de l'attente, j'ai du pouvoir sur mon présent. Le mouvement brise l'illusion du contrôle externe, parce que lorsque quelqu'un ne répond pas, la seule chose que tu réussis en restant immobile est de t'enfoncer davantage dans le sentiment d'impuissance. En revanche, bouger ton corps te donne une sensation réelle de contrôle. Tu choisis de sortir pour marcher, tu choisis de t'entraîner, tu choisis de donner forme à ton énergie au lieu de la laisser se décomposer en toi. Ce choix quotidien, répété encore et encore, entraîne l'esprit dans la discipline et renforce la résilience émotionnelle. L'anxiété cherchera toujours des excuses pour t'arrêter. Elle te dira que tu n'as pas envie, que ça ne sert à rien, que le mouvement ne changera pas la situation. Et c'est vrai, ça ne change pas l'autre, mais ça te change toi. C'est la différence essentielle. Quand tu choisis de bouger, tu ne le fais pas pour manipuler quelqu'un, tu le fais pour libérer ta propre charge. La respiration se régule, la tension dans les muscles se dissout, le cœur bat avec plus de rythme et l'esprit s'éclaircit. Ce n'est pas un miracle, c'est la biologie en ta faveur. Fais du mouvement ton refuge chaque fois que tu ressens la pression de l'attente. Lève-toi du lit, fais des pas dans ta chambre, sors dans la rue, ressens comment l'anxiété perd de sa force quand tu la dépenses en action. Fais-en ton rituel quotidien, car il ne s'agit pas d'attendre que le calme arrive de lui-même, mais de le construire avec tes propres pas. Le mouvement est un rappel puissant. Tu n'es pas lié au silence de personne. Tu ne dépends pas de la réponse de quelqu'un d'autre pour sentir que tu existes. Ton corps est une preuve de vie. C'est la preuve de ton autonomie. Chaque fois que tu bouges, chaque fois que tu choisis de vaincre l'immobilité, tu montres qu'il n'y a pas de cage invisible qui puisse te retenir. L'anxiété peut crier, mais tes pas sont plus forts. 5. Pointe l'impulsion et retire-lui son pouvoir. L'impulsion ressemble à un voleur qui entre dans la nuit. Elle ne prévient pas, elle ne demande pas la permission. Elle apparaît simplement et prend ce qu'elle trouve sur son passage. C'est ainsi qu'elle agit dans ton esprit chaque fois que l'anxiété te pousse à écrire, à appeler ou à te justifier. Elle est rapide, soudaine, et si tu ne la reconnais pas, elle te vole ta tranquillité en quelques secondes. Mais quand tu la nommes, quand tu la regardes en face et que tu la pointes pour ce qu'elle est, elle perd de sa force. Ce qui semblait auparavant un ordre absolu devient une option que tu peux refuser. Ce simple acte d'identifier l'impulsion est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Elle ne te fait plus peur parce que tu sais d'où elle vient. L'être humain a tendance à agir comme un esclave de l'immédiat. Une émotion apparaît et se transforme en action presque sans filtre. Cette rapidité est ce qui soutient la dépendance émotionnelle, car lorsque tu ressens le vide, ta réaction automatique est de chercher l'autre. Envoyer le message, ouvrir la conversation, mendier la réponse. Mais ce qui semble être un besoin est en réalité un réflexe conditionné. Et ce qui est conditionné peut être rééduqué. Les stoïciens le savaient. Entre le stimulus et la réaction, il y a toujours un espace, et dans cet espace se trouve ta liberté. Reconnaître l'impulsion, c'est agrandir cet espace, c'est gagner des secondes qui te permettent de décider clairement, au lieu d'obéir sans réfléchir.
Quand ton esprit te dit « écris-lui tout de suite », ne te précipite pas pour obéir. Arrête-toi et pointe l'émotion. C'est de l'anxiété, c'est la peur d'être oublié, c'est de l'insécurité déguisée en urgence. Nommer l'impulsion la désarme parce qu'elle la sépare de ton identité. Ce n'est plus toi qui as besoin, c'est ton esprit entraîné dans de vieux schémas. Tu peux choisir différemment. C'est le pouvoir du détachement. Arrêtez de confondre ce que tu ressens avec ce que tu es. La pratique n'est pas facile, car l'impulsion frappe fort et se déguise en logique. Elle te dit que si tu n'écris pas, tu perdras la connexion, que si tu n'insistes pas, tu montreras du désintérêt, que si tu ne bouges pas maintenant, l'autre s'éloignera. Mais demande-toi froidement, l'insistance a-t-elle apporté le respect que tu cherches? Ou a-t-elle rendu ta présence si banale qu'elle n'est plus appréciée? Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, tu alimentes le cycle. Chaque fois que tu la pointes et choisis de ne pas obéir, tu brises une chaîne. Le stoïcisme propose d'observer l'esprit comme un gardien observe une ville. Ton attention est le gardien qui patrouille, qui détecte les mouvements suspects et décide s'il agit ou non. Si tu ne surveilles pas, l'impulsion entre et cause des ravages. Si tu es attentif, tu la vois arriver et tu la désarmes avant qu'elle ne te contrôle. Cette vigilance consciente est une forme de discipline qui se pratique tous les jours. Fais l'exercice pratique. La prochaine fois que tu ressens le désir d'écrire, respire et nomme-le. C'est de la peur, c'est de l'anxiété, c'est de l'attachement. Écris-le sur une feuille si nécessaire. Ce simple geste te sépare du feu intérieur. Et dans cette courte distance, tu as le pouvoir de décider avec l'esprit et non avec l'urgence. L'impulsion n'est qu'un visiteur, pas un maître. La pointer, c'est lui retirer son déguisement de nécessité. Et quand tu la dépouilles de ce pouvoir, tu découvres que tu n'es pas prisonnier de ton anxiété, tu es maître de ton choix. Cette pratique quotidienne transforme le silence en une décision consciente et non en une bataille perdue. Parce qu'au final, ce qui te rend fort n'est pas de ne pas ressentir l'impulsion, mais de ne pas lui obéir. 6. Fais du silence ta première réponse. Le silence ressemble à un mur de pierre au milieu d'un champ ouvert. Celui qui le confronte peut l'interpréter comme de la froideur, de l'indifférence ou du mystère, mais la vérité est que ce mur n'est pas là pour décorer, il est là pour protéger. C'est ainsi que cela fonctionne lorsque tu décides que ta première réponse ne sera pas une justification ni une explication, mais le silence. Ce mur invisible ne se dresse pas contre les autres, il se dresse en ta faveur. C'est la première ligne de défense contre la manipulation émotionnelle, contre l'anxiété qui te pousse à réagir immédiatement et contre l'habitude de donner ton calme en échange de miettes d'attention. Répondre immédiatement est un réflexe qui naît de la peur. Tu as peur de perdre la connexion, tu as peur de paraître distant, tu as peur que l'autre interprète mal ta pose. Cependant, le paradoxe est clair. Plus tu réponds rapidement, moins ta parole a de valeur. L'immédiat devient commun, le disponible devient jetable. Le silence, en revanche, introduit un vide qui fait réfléchir, qui oblige à remarquer ton absence, qui génère un contraste dans un monde saturé de réponses instantanées. Ce contraste est ce qui redonne de la force à ta présence. Les stoïciens comprenaient que le silence n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Marc Aurèle réfléchissait que parler moins et observer plus renforce le jugement, car l'esprit a le temps d'analyser avant de réagir. Appliquer ce principe à ta vie quotidienne signifie ne pas te laisser emporter par l'urgence émotionnelle. Quand quelqu'un te blesse avec indifférence, ta première réponse ne doit pas être de supplier ni de demander, elle doit être le silence qui te rappelle que tu n'es pas obligé de participer à des dynamiques qui t'épuisent. Le silence est un miroir. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, l'autre se retrouve face à face avec ses propres actes. S'il espérait ta réaction immédiate pour se sentir puissant, il ne l'obtient pas. S'il comptait sur ta disponibilité pour nourrir son ego, il découvre un vide.
Ce reflet peut déranger, peut t'irriter, mais il révèle aussi où se trouvait la manipulation et où tu donnais ton énergie. Et le plus important, il te révèle à toi-même. Tu découvres que tu peux supporter le malaise de ne pas réagir et que ta valeur ne dépend pas de remplir les espaces vides avec des mots précipités. Fais du silence une habitude consciente. Cela ne signifie pas couper toute communication. Cela signifie que ta première réaction ne sera jamais impulsive. Respire, attends, analyse si cela vaut vraiment la peine de répondre. Souvent, tu découvriras que ce qui semblait urgent se dissout avec le temps. Cet intervalle est ton entraînement à la force. Chaque minute que tu maintiens le silence renforce ton autocontrôle. Chaque pause choisie est un rappel que ton calme est plus important que la hâte des autres. Le monde moderne glorifie l'immédiat, mais l'immédiat est rarement sage. Répondre par le silence est nager à contre-courant, c'est refuser d'être esclave du temps des autres. Tu décides de ton rythme, tu décides de ton espace, tu décides de ta dignité. Cette attitude n'est pas de l'indifférence, c'est du respect de soi. Et le respect de soi est ce qui distingue celui qui dépend de la validation des autres de celui qui se maintient sur son propre axe. La prochaine fois que tu ressens la pression de répondre immédiatement, rappelle-toi du mur de pierre. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'expliquer chaque silence, ni de justifier chaque pause. Fais du silence ta première réponse et laisse-le parler pour toi. Parce que parfois, le silence dit plus que 1000 mots. Il dit que tu as le contrôle, que tu sais attendre, que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et dans ce message sans voix se trouve ta plus grande force. 7. Construis pendant que les autres attendent. L'attente ressemble à un sablier arrêté. Le sable ne tombe pas, le temps semble figé, et ton attention est consumée en observant chaque grain au repos. C'est ainsi que cela fonctionne lorsque ta vie tourne autour de ce que quelqu'un fera ou ne fera pas, s'il répondra ou non, s'il valorisera ou continuera à ignorer. Tu deviens l'esclave d'un temps qui n'avance pas, d'une horloge qui ne change jamais. Mais à l'instant où tu décides de construire au lieu d'attendre, l'horloge se remet à courir. L'énergie qui était auparavant gaspillée en anxiété commence à se transformer en projet, en habitude, en action qui te rendent le contrôle et le but. La plus grande erreur de la dépendance émotionnelle est de croire que ta valeur dépend d'être vue par un autre. Cette croyance te paralyse, car tu mets ta vie en pause jusqu'à recevoir de l'attention. Cependant, l'attention ne se demande ni ne se supplie, elle s'attire. Et rien n'attire plus qu'une personne qui continue à avancer, qui ne s'arrête pas, qui construit même au milieu du silence. Lorsque tu choisis de t'occuper de toi-même, tu envoies un message fort. Ta vie n'est en pause pour personne. Cette attitude, même si tu ne le dis pas, est un rappel que ton énergie vaut trop pour être gaspillée dans l'attente. Les stoïciens parlaient de vivre en accord avec la nature, ce qui signifie agir, grandir, avancer, ne pas rester bloqué dans la passivité. Sénèque disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous gaspillons une grande partie en choses qui n'ont pas d'importance. Attendre éternellement une réponse est l'une de ces pertes. Chaque jour que tu laisses passer en regardant l'écran est un jour qui ne revient pas. C'est une brique que tu n'as pas posée dans ta propre construction. C'est pourquoi chaque minute de silence d'autrui doit être convertie en action propre. Construire peut signifier beaucoup de choses. Cela peut être exercer ton corps, lire pour nourrir ton esprit, travailler sur un projet personnel, améliorer ton environnement, apprendre une nouvelle compétence. Le but n'est pas de combler le vide avec des activités aléatoires, mais de canaliser ton énergie vers quelque chose qui te rapproche de la vie que tu veux. Ainsi, le temps cesse d'être un ennemi qui te rappelle ce que tu ne reçois pas et devient un allié qui te donne de l'espace pour grandir. Le résultat est double. Tu renforces ton estime de toi et en même temps, tu brises l'illusion que ta valeur dépend du mouvement d'un autre. L'attente passive nourrit l'anxiété, tandis que la construction active génère de la clarté. Lorsque tu travailles sur toi, ton esprit a moins de place pour s'obséder avec ce qui manque.
tu commences à remarquer des progrès réels, de petits succès qui, additionnés, se transforment en changements profonds. Et ces changements sont une déclaration d'indépendance émotionnelle. Tu ne le fais pas pour impressionner quelqu'un, tu le fais parce que ta vie mérite d'être vécue, avec ou sans réponse. Fais de chaque silence une opportunité de croître. Transforme l'attente en un moteur de discipline. Demande-toi chaque fois que l'anxiété apparaît, que puis-je construire maintenant au lieu de rester immobile? Cette question est un outil puissant, car elle déplace l'accent de ce que tu ne contrôles pas vers ce qui est entre tes mains. Construire pendant que les autres attendent, c'est choisir d'être l'acteur principal plutôt que le spectateur. C'est refuser que ton histoire dépende de la volonté de quelqu'un d'autre. C'est un acte de rébellion silencieuse qui dit « Ma vie continue, ma valeur n'est pas en pause, mon énergie n'est pas gaspillée. » Et avec chaque action que tu entreprends, avec chaque brique que tu poses sur ton propre chemin, tu t'éloignes du vide de l'attente et tu te rapproches de la force de l'indépendance. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les autres font avec toi, mais ce que tu décides de faire avec ton temps.